Le soir, avec Marceau. Radio X. Pour les prochaines minutes, on est en compagnie de l'enquêteur du paranormal. C'est un journaliste, c'est un auteur de plusieurs livres à succès. C'est un multimillionnaire. Christian Page, salut! Salut Yannick. Ça va? Oui, ça va bien. Oui, moi aussi. C'est gentil de le demander. Oui, écoute, Yannick, je vais tout de suite répondre à une de tes questions. Oui. Tantôt, je t'écoutais, tu parlais des rêves. Oui. Je ne sais pas ce que votre spécialiste des rêves va dire, mais j'ai entendu la question de pourquoi est-ce qu'on ne rêve pas qu'on est mort. Oui. Et sais-tu pourquoi tu ne rêves pas que tu es mort? Pourquoi? Parce que si je te demande d'imaginer que tu es mort, tu n'y arriveras pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que ce n'est pas une expérience cognitive. Si je te dis ferme tes yeux puis imagine-toi que tu es mort. Ouais, c'est Tu ordinaire. peux pas imaginer que tu es mort. Tu comprends-tu? Donc, ce n'est pas une expérience cognitive. On peut s'imaginer à quoi ça peut ressembler de voler, de tomber dans un gouffre ou toutes sortes de trucs. Mais quand arrive le moment d'imaginer ta mort, tu peux imaginer les circonstances de ta mort. Mais une fois mort, comme ce n'est pas une expérience cognitive, ton cerveau ne peut pas l'imaginer. Donc, c'est pourquoi il va ou bien changer de scénario ou tu vas te réveiller. Okay. Parce que l'expérience n'est pas une expérience cognitive. Mais j'ai hâte de demander la même question pour savoir si elle aura la même réponse que toi. Moi, je te donne la réponse parce que j'avais fait à un moment donné un documentaire, puis on avait un épisode qui parlait des parasomnies. Oui. Les parasomnies, ce sont des troubles du sommeil qui entraînent parfois des comportements étranges. Hein. Bon, on connaît tous le somnambulisme, Oui. mais il y a des expériences étranges, comme par exemple la paralysie du sommeil. C'est-à-dire que ton cerveau, évidemment, quand tu dors, ton cerveau envoie une information à ton corps pour pas qu'il bouge. Sinon, si tu rêverais que tu courrais, tu te lèverais dans ton lit et tu courrais. Tu comprends? Donc, ton cerveau envoie un signal et là, ton corps reste à peu près immobile. C'est pas parfait. C'est pour ça qu'on a parfois des petits soubresauts puis on fait des gestes qui accompagnent nos rêves. Mais en théorie, on peut dire que nos gestes sont stoppés à 99%. Évidemment, si tu souffres de somnambulisme, là, évidemment, ça montre que la machine s'est déréglée. Mais en théorie, pour monsieur et madame tout le monde, quand ça va bien, on réussit à bien paralyser le corps. Et la paralysie du sommeil est un curieux phénomène où ton cerveau continue de rêver, mais il est comme en état d'éveil. Donc, tu es déjà conscient que tu es éveillé, donc une conscience de l'éveil, mais ton cerveau continue de générer des images oniriques, puis lui est toujours en état de sommeil, et il n'a pas donné le signal à ton corps de se réveiller pour l'instant. Okay. Donc, tu as les yeux ouverts, tu es conscient que tu es éveillé, mais tu continues de voir comme des espèces d'images qui se confondent à la réalité, et curieusement, ça crée évidemment un état d'angoisse, et cet état d'angoisse engendre, bien sûr, des sensations désagréables. Donc là, tu as l'impression que des gens autour de toi, que des extraterrestres, des démons, tu vas avoir de la misère à respirer. Donc, il y a toutes sortes de phénomènes qui sont souvent associés au paranormal. Par exemple, les visites nocturnes d'entités inconnues, les enlèvements extraterrestres. Je ne dis pas que tous s'expliquent de cette manière-là, mais dans bien des cas, un phénomène comme la paralysie du sommeil permet d'expliquer un certain nombre de ces problèmes. Oui, puis là, je pense que lors d'une de tes visites, un vendredi soir, on en avait parlé. Moi, ça m'est arrivé 2 fois. Ça a été, la première fois a été très terrorisante, là, parce que j'avais l'impression que c'était ça, c'était fini. Puis c'était comme ça, c'était ça la mort. Et la deuxième fois, j'essayais de me sortir de l'état dans lequel j'étais. Je me disais, OK, ben là, je suis rendu quadraplégique. Ça doit être ça. Ouais. Parce que t'as 1001 pensées dans ces moments-là, puis t'es pas capable de te réveiller. Il y en a qui sont capables de voir, puis il y en a d'autres qui voient absolument rien, mais ils savent qu'ils sont réveillés. Ouais, je me rappelle quand on avait fait ce reportage-là, évidemment, l'univers du rêve est un univers que je ne connaissais pas beaucoup. Tu sais, moi, je travaille pas dans le domaine des neurosciences. Mais j'avais été surpris, par exemple, d'apprendre, tu sais, on a toutes sortes de préjugés, ou pas de préjugés, ou d'idées préconçues. Comme les gens disent, tu rêves en moyenne 3 ou 4 rêves par nuit. Ouais. C'est absolument faux. Tu peux en rêver à peu près 50 rêves par nuit. Et ces rêves-là peuvent s'étendre de quelques secondes à quelques minutes. Tu sais, il y a simplement des phases dans le sommeil. Tu as le sommeil profond, le sommeil paradoxal, tout ça. Mais pour ce qui est du rêve, généralement, les rêves vont être un peu plus longs lorsque tu es dans un sommeil profond que lorsque tu es en période d'entrée dans ton sommeil. Ces rêves-là, évidemment, ce ne sont pas des images qui sont générées dans ton cerveau, ce sont plutôt des impressions. Et ce qui est assez surprenant, c'est que le temps ne compte pas. C'est-à-dire que tu
peux rêver, par exemple, où tu vas être, toi, le héros de la Révolution française. Hein? Donc, ça commence, on est en 1789, puis là, tu es aux barricades, puis on y va. Et là, tu vas rêver tous les épisodes de la Révolution française, incluant le sacre de Napoléon. Et tout ça, tu as l'impression que ça a duré des heures, et ça peut avoir duré 4 secondes. Tu comprends? Oui. Donc, c'est très troublant le rêve. Hein? On se dit, ouais, bon, ok, j'ai l'impression que j'ai rêvé pendant 4 heures, mais même si l'action de ton rêve semble s'être écoulée sur une longue période, elle peut n'avoir tenu que quelques secondes dans ton cerveau. Okay. C'est assez surprenant. D'ailleurs, ce n'est que on n'a pas encore la réponse de pourquoi est-ce que l'on rêve. Hein? Il y a des théories. La théorie actuellement qui tient le haut du pavé, c'est qu'on rêve parce que notre cerveau a besoin de se mettre à off. Un peu comme en fait, il a besoin de faire une remise à jour. Un peu comme un ordinateur qui a une capacité de disque, mais à un moment donné, quand le disque est plein, là, il faut faire du ménage dessus. Alors, la théorie, puis c'est pas la théorie, c'est une hypothèse, c'est l'hypothèse qui actuellement est en vigueur, mais demain matin, elle pourrait être transformée, changée et remise en question. L'hypothèse, c'est que ton cerveau a une capacité d'absorption de l'information au quotidien. Et quand tu dors, c'est un peu comme ton cerveau qui faisait du ménage. Hein? Il libère de l'espace sur le disque dur. Et OK, si on regarde pas ça c'est pas important. Si on va mettre ça dans une petite case, etc. Donc, il fait du ménage pour que le lendemain, tu puisses à nouveau repartir avec cet espace-là, là, ta mémoire vive, pour pouvoir colliger de l'information. Donc, le rêve servirait à ça. Parce que si on dort sans rêver, on ne se repose pas. Donc, c'est vraiment le rêve qui repose. Mais pour arriver à cet état de repos, pour rêver, ben on se demande pourquoi est-ce qu'on fait ça. C'est assez mystérieux encore, le rêve. Hein? Il y a encore beaucoup de zones qui sont un peu ténébreuses autour de ça. Et ce qui m'agace, c'est que quand on parle des rêves, très souvent, il y a des rêves que toi t'as fait, que ton ami a fait aussi, qu'une autre personne a fait aussi. C'est souvent, exemple, quand on tombe dans le vide. Tout le monde a déjà rêvé qu'il tombait dans le vide. Ouais. Je sais pas ce que ton expert va dire à propos de ça, parce que moi je te dis ce que les neuroscientifiques m'en ont dit, parce qu'évidemment, on tourne un documentaire, on est des heures et des heures, puis on aborde toutes sortes de questions. Le rêve, à une époque, comme à l'époque de Freud, on imaginait que le rêve pouvait s'interpréter uniquement par des archétypes. Hein? On rêve à ça, ça veut dire ça. C'est un peu comme si tu prenais un livre, tu rêves un chien, tu regardes au mot chien, puis là, chien, ça veut dire ça. Donc, tu vas interpréter ton rêve comme ça. Mais on sait maintenant que c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, il y a quelques archétypes qui sont à peu près communs à tout le monde, mais si moi je rêve à des chats, puis toi tu rêves à des chats, moi j'adore les chats, toi tu détestes les chats, tu comprends qu'il n'y aura pas la même portée dans le rêve. Donc la meilleure personne pour interpréter ton rêve, c'est pas de l'interpréter en fonction des images, mais l'interpréter en fonction des impressions ressenties au moment du rêve. Ouais. Ce rêve-là en particulier, peu importe l'image, ce rêve-là, qu'est-ce qu'il t'a dit à toi? Comment tu l'as ressenti, ce rêve-là? Et à travers ça, c'est sûr qu'il y a des archétypes et tout le monde vit un peu des situations semblables dans nos vies, comme par exemple l'archétype de pourquoi je vole ou je tombe. Ben, c'est un peu si tu vis dans ta vie une situation où tu perds pied. Hein? Tu as de la misère à la contrôler. Alors là, ça peut entraîner un rêve où tu vas te sentir comme ça, perdre pied, flotter, voler dans l'air. Donc, c'est comme si ton inconscient essayait de t'envoyer un message. Et dans quelques cas, on le dit bien, dans quelques cas, il y a des archétypes qui sont communs à tout le monde, comme celui de voler, celui de tomber, celui de se retrouver nu en public. Hein, on a souvent, c'est un rêve qui est assez commun aux gens. Non, c'est le premier que j'entends ça. Ah oui? Ouais. Donc, des gens qui vont rêver, qui soudainement se retrouvent nus en public. Ouais. Et cet archétype-là, il est souvent lié au fait que tu vis une situation où tu te sens un peu comme si tout le monde te regardait. Tu sais, on t'a beaucoup de pression sur les épaules. Tu deviens un peu le porte-douleur de tout ce qui se passe. Là. Et soudain, tu te retrouves un peu comme dénudé parmi les autres. Tu sais. Donc, tu as quelques archétypes. On le dit bien, là, quelques archétypes. Mais pour le reste, c'est surtout les émotions. Et pour le fait de ne pas pouvoir rêver à mourir, c'est parce que, semble-t-il, ce n'est pas une expérience cognitive pour le cerveau. Ah! Hey, Christian! Voilà. Oui? Tu as une bonne nouvelle pour les gens de Québec. Oui, je sais que ça fait plusieurs fois qu'on me demande ça. Quand tu vas venir à Québec? Ben, le quand, ça va être le 25 novembre prochain.
Je vais être à l'Université Laval, au pavillon Charles de Coninck, l'amphithéâtre 1A, ouais. Et je vais y donner ma conférence sur les théories du complot. On va essayer de conditionner ça avec la publication des nouveaux dossiers sur John F. Kennedy. J'ai dit, tiens, la théorie des complots. Livre également qui est sorti au mois d'août dernier. Donc, c'est le 25 novembre prochain à l'Université Laval. Et les gens pourront trouver, là, actuellement, les billets sont pas encore disponibles sur ma page web, mais prenez-le en note, ça va être disponible dans le courant de la semaine. Donc, le www.christianpage.ca. Parfait. Maintenant, Amy J, est-ce que tu as peur des robots? Est-ce que tu as peur de l'intelligence artificielle? À long terme? Oui. Oui. Pourquoi? À long terme, en fait, ça peut se faire pirater facilement. Pas facilement, mais j'imagine. OK. On va être rendu où? Est-ce qu'on va plus avoir d'émotions? L'empathie va être où? Les relations humaines? Est-ce que les robots vont être plus intelligents au final? Oui. C'est tout ça. Hollywood nous a fait peur avec les robots, Christian. Absolument. C'est vrai que c'est une image que, je pense que, on pense, il y a des classiques, là, qu'on pense par exemple à l'Odyssée 2001 de Stanley Kubrick, où soudainement, je pense que c'est le nom du robot, c'est Carl ou quelque chose comme ça, qui prend le contrôle du vaisseau. Et puis là, soudainement, les astronautes n'ont plus le pouvoir sur la machine. Et cette idée-là de ne perdre pied et de ne plus avoir le pouvoir sur la machine. On a vu des films, des cyborgs, des créatures mi-humaines, mi-robots qui soudainement s'emballaient. Et là, il n'y a plus le contrôle dessus. Et c'est un peu cette idée-là. Donc, Hollywood a fait ça. Moi, je me rappelle, j'étais jeune. Un des premiers films qui m'avait un peu impressionné, c'est un film qui s'appelait Cerveau d'acier. C'est un film qui date des années 60 et où deux gigantesques ordinateurs, en fait, des intelligences artificielles, un aux États-Unis et un en Russie, arrivaient à communiquer entre eux et soudainement, ils ont pris le contrôle ont pesé le contrôle de la machine. Donc, c'est eux qui semblaient comme réguler le monde en fonction de leur volonté. Et ça, c'est un scénario développé par Hollywood. Et là, évidemment, dans les années 50, les années 60, 70, tout ça semblait de la science-fiction, mais on regarde l'évolution, le développement exponentiel de l'intelligence artificielle. Oui. On vient justement de lancer un tout nouveau téléphone iPhone là, qui contient déjà des parcelles d'intelligence artificielle. Donc là, on commence à se dire, quelle sera cette intelligence artificielle demain? Moi, il n'y a rien qui me fait le plus peur qu'une usine qui est dirigée par des robots puis qui fabrique des robots. Ouais. Ça me fout à chienne. Ouais, là, c'est sûr que tu mets la marche haute. Mais c'est vrai que cette préoccupation-là, elle est bien réelle. Et il y a quelques jours à peine, Stephen Hawking, qu'on connaît bien, l'astrophysicien, qui, il faut quand même l'avouer, depuis quelque temps, il est excessivement pessimiste. Il faudrait pas communiquer avec les extraterrestres, faut craindre les extraterrestres, faut craindre ci, faut craindre ça. Là, on dirait qu'il a peur de son ombre. Mais quoi qu'il en soit, Stephen Hawking, la semaine passée, donc on le connaît, l'astrophysicien, qui un peu paradoxalement, faut pas se le cacher, qui est atteint d'une maladie dégénérative, la maladie de Lou Gehrig, il se retrouve lui-même confiné dans un fauteuil qui est presque entièrement robotisé pour pouvoir lui permettre non seulement de se déplacer, mais de communiquer également. Donc, ce Stephen Hawking a dit la semaine dernière, en fait, il a mis en garde l'humanité en disant, attention, moi je pense qu'il nous en reste à peu près si on ne réagit pas d'ici un siècle, la Terre sera aux mains de l'intelligence artificielle. Donc on pourrait disparaître d'ici 100 ans, selon lui. Ouais, donc c'est ça. Donc, d'ici 100 ans, si on ne réagit pas et on laisse l'intelligence artificielle se développer au rythme où elle se développe, il se pourrait bien que rapidement, les robots prennent le haut du pavé, deviennent plus intelligents que nous, et comme ils seront bien sûr dénués de tout sentiment, tu auras compris qu'ils prendront des décisions qui sont entièrement logiques. Or, les êtres humains ne prennent pas des décisions logiques. Lorsque l'on a des échanges, par exemple, de politique internationale avec d'autres, on entrevoit toutes sortes de trucs. Tu connais l'expression « gratte-moi le dos, puis je vais te gratter le dos aussi ». Oui. Donc, on le sait qu'en politique internationale, ça fonctionne souvent un peu comme ça. Ce ne sont pas des décisions logiques, ce sont souvent des décisions d'ordre un peu économique, émotive, etc. Alors que les robots, eux, n'agiront pas comme ça. Alors, ils risquent rapidement d'appuyer sur le bouton. Qu'est-ce qui va arriver? Le monde risque de se retrouver dans un chaos que les robots, dans lequel les robots, eux, vont mettre de l'ordre, et en mettant de l'ordre, bien sûr, l'élément de l'équation que l'on peut éliminer
c'est les êtres humains, puisque eux, ce sont des robots et ils dirigent la patente. Donc, c'est un peu ce que nous a dit Stephen Hawking la semaine dernière. Donc, attention, l'intelligence artificielle pourrait rapidement nous supplanter et peut-être même prendre les rênes de l'humanité. Très intéressant. Et Midji, est-ce que tu as peur de mourir? Ben oui. Donc, tu as des angoisses face à la mort? Oui, c'est sûr. Bouche tes oreilles pour le prochain sujet, Christian. Ouais, ça me donne encore plus le goût d'écouter. Cette étude-là, c'est inquiétant. Inquiétant en ce sens que, bon, évidemment, parler de la mort, c'est jamais quelque chose de très réjouissant. Ouais. Et malheureusement, en venant au monde, on est tous atteints d'une maladie mortelle qui s'appelle la vie. Hein? Ça va tous finir pour chacun d'entre nous à un moment donné. Mais évidemment, on se dit tous, et c'est tout à fait louable de se dire, moi j'aimerais mourir, mais que ça se fasse rapidement. On ne veut pas être atteint d'une longue maladie et se voir un peu mourir à petit feu. Mais là, voilà qu'une nouvelle étude qui a été menée par le docteur Sam Parnia, qui est un type qui travaille depuis des années. Hein. Il a écrit des ouvrages sur les expériences de mort imminente, par exemple, ces expériences au seuil de la mort. C'est un type qui est fasciné par cette idée de la mort et de la survie après la mort. Et ce docteur Sam Parnia, il est attaché à l'université Stony Brook dans l'État de New York. Et voilà, ils viennent de faire une nouvelle étude qui semble démontrer que certaines parties de ton cerveau, là, on parle vraiment, là, on est dans l'ordre du neurologique, là, certaines parties de ton cerveau pourraient vivre pendant de longues heures après ta mort. Ce qui veut donc dire que tu serais conscient d'être mort. Imagine-toi, c'est inquiétant. On se dit tous, si je meurs, bon, on tire la plug, c'est fini. S'il y a un au-delà, ben, il y aura un au-delà. Puis s'il n'y a pas d'au-delà, ben, écoute, ce sera ça. Mais imagine-toi l'angoisse, mais en même temps, l'angoisse prisonnière dans laquelle tu te trouves, si ton cerveau continue d'être conscient quelque part et que tu entends, par exemple, les médecins dire, bon, ben, Yannick Marceau, c'est fini, on va le lâcher là. Voilà. Donc, pendant un temps, tu sais que tu es mort et que tu ne te réveilleras pas. Donc, tu t'imagines l'angoisse que tout ça peut créer, et c'est quand même, en tout cas, moi, je trouve ça quand même, quelque part, troublant de savoir ça. Oui. T'sais? Et il y a des éléments là-dedans, le fait que notre cerveau puisse comme ça demeurer, ou la conscience, hein, parce que ça reste un peu très mystérieux. On parle vraiment d'échanges neurochimiques à l'intérieur du cerveau qui pourraient perdurer des heures après la mort du cerveau, même si le cerveau n'est plus irrigué par le sang, par les battements cardiaques. Mais on raconte que dans ces échanges-là, ça pourrait expliquer dans certains cas pourquoi, lors d'expériences de mort imminente, puisque, comme je l'ai mentionné, le docteur Sam Parnia s'est beaucoup spécialisé dans ce domaine-là, ça expliquerait pourquoi certains sujets qui ont réussi à revenir de la mort, hein, on les avait déclarés morts de manière clinique et après quelques minutes, on les a ramenés à la vie, ça expliquerait pourquoi certaines de ces gens-là sont capables, après, de se rappeler des conversations qui se sont tenues, par exemple, dans la salle d'opération, qui se sont tenues autour d'eux. Et ça, même si techniquement, ils étaient morts. Donc, ça veut dire que une fois mort, si la conscience survit à la mort, ça ne veut pas nécessairement dire que l'au-delà existe, même si tu es capable de te rappeler, ou dans ces cas précis de l'expérience de mort imminente, même si ces gens-là se rappellent des événements qui se sont produits des minutes après leur décès. Tout ça s'expliquerait, encore une fois, par une espèce de mécanique neurologique, neurochimique à l'intérieur du cerveau. Mais c'est quand même fascinant, mais en même temps, c'est troublant de savoir que je pourrais être conscient d'être mort. C'est terrorisant. Puis je me souviens, je sais pas si c'était avec toi, j'avais jasé de ça ou avec quelqu'un d'autre, mais bon, ils ont ouvert des tombeaux qui avaient été enterrés depuis des siècles et des siècles, et enlevant les pierres, le dessous de la pierre avait été gratté. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des gens qu'on croyait morts, qu'on a enterrés. C'est arrivé d'ailleurs durant les grandes épidémies, comme le choléra, la peste, etc. Souvent, on faisait, on devait se débarrasser rapidement des corps parce qu'il y avait bien sûr une crainte de contamination. Donc, il est arrivé à quelques reprises que des gens soient inhumés et soient inhumés avant même qu'il y ait un constat de décès. Et ces gens-là, bien évidemment, tu comprendras que s'ils se sont réveillés, ben ils se sont réveillés entre quatre planches, tu sais. Tu sais que l'expression, on dit à un moment donné, durant les grandes épidémies, tu sais, on dit, tu connais l'expression, été sauvé par la cloche. Oui.
Cette expression-là, c'est que durant les grandes épidémies, comme on devait se débarrasser rapidement des cadavres et qu'il y en a qu'on n'était pas sûr s'ils étaient morts, on les accrochait soit après le petit doigt ou après un orteil, une corde qui sortait à l'extérieur où on avait accroché une clochette. Fait que si tu te réveillais dans ton cercueil, tu tirais sa petite corde, ça faisait sonner à la cloche, puis là, on venait te déterrer. Donc, on disait, t'étais sauvé par la cloche. C'est arrivé des gens qui ont été déterrés en sonnant la petite clochette? Je ne sais pas. L'histoire ne le dit pas. J'ai pas tenu le compte du nombre de gens qui ont sonné la clochette, mais c'est de là que vient cette expression, donc sauvé par la cloche. Il y avait aussi le croque-mort, pour ça, il y a une époque où on pour s'assurer que la personne était morte, mais ça, c'était pas très utile. Le légiste, entre guillemets, mordait l'orteil du cadavre. Puis si le cadavre ne réagissait pas, on disait que là, il était mort, on le mettait entre 4 planches, puis on allait l'enterrer. D'où l'expression le croque-mort. Il mordait le mort, tu sais. Je toucherais même pas à un être vivant. Je toucherais même pas au pied d'un être vivant tellement que ça m'écoeure. Imagine-toi, fallait que tu croques l'orteil d'un mort. Ça devait être l'enfer. À un moment donné, Yannick, je te ferai, on fera une émission spéciale pour parler des tueurs en série, puis on en fera une spécialement dédiée aux nécrophiles. Oui, oui, pourquoi pas. Ça va être agréable. Hey, tu te souviens d'Alfred Hitchcock, j'imagine? Oui. Il y a un film d'Alfred Hitchcock qui m'a marqué. Je pense que c'est pas un film de 2 heures. Là. Je pense que c'est un film très court où ça se passe dans une prison pour femmes, et la femme se met amie avec le gars parce qu'elle veut se sauver de la prison. Elle se met amie avec le gars qui s'occupe, lorsqu'il y a des décès à la prison, d'enterrer les prisonniers dans le cimetière de la prison. Okay. Et pendant, à travers tout le film, il y a des stratégies qui sont mises en branle et tout ça. Et la finale, Christian, est terrorisante parce que toi, tu viens qu'à t'apercevoir que cette jeune femme-là, a jamais fait de crime, puis tu viens qu'à te dire, faut qu'elle réussisse à se sauver de la prison. L'idée était de la mettre dans un cercueil et de la faire sortir de la prison pour ensuite l'enterrer, et après ça, une fois qu'elle était enterrée dans le cimetière puis que tout le monde était parti, que le gars qui s'occupait d'enterrer les corps puisse ressortir et aller déterrer le cercueil pour qu'elle puisse se sauver de la prison. La finale, Christian, la finale d'Alfred Hitchcock est terrifiante parce que la fille a des allumettes. Elle allume son allumette, et qui est-ce qui est à côté d'elle dans le cercueil? Le gars qui est supposé de la déterrer. Le gars qui est supposé de la déterrer. Ça, j'écoutais ça dans les années 80, Christian, et ça m'a terrorisé. Je comprends. Ça m'avait terrorisé. Alright, prochain sujet avec toi. On parle des nouveaux documents qui ont été rendus disponibles sur l'assassinat de Kennedy. Oui, effectivement, on se rappelle, il y a 2 semaines, cette publication qui a fait beaucoup jaser. On parlait de 3100 documents qui devaient être rendus publics sur la mort de John F. Kennedy. Des documents qui, originalement, devaient être seulement publiés aux alentours de 2040 et qui, après la sortie du film d'Oliver Stone, JFK, avait un peu forcé la main aux autorités qui avaient finalement statué que tous les documents devaient être libérés pour la fin octobre 2017. Donc, on avait faut quand même dire qu'il y a plus de 5 millions de pages ou 50 millions de pages, je ne les compte plus, mais qui ont été publiées sur Kennedy. En fait, ça représentait à peu près 2% de tout l'ensemble des documents concernant l'assassinat de JFK qui étaient encore gardés confidentiels. Et voilà que, donc, le 26 octobre dernier, Donald Trump a donné l'autorisation pour que ces documents-là soient publiés. Et à la toute dernière minute, on parlait de 3100 documents, à la toute dernière minute, les services de renseignement sont intervenus pour demander à ce que 200 de ces documents-là soient gardés confidentiels. Et la raison évoquée, c'est parce que il y avait des éléments là-dessus, disait-on, qui auraient pu remettre en question la sécurité nationale. En fait, c'est l'argument toujours énoncé quand on veut remettre quelque chose au confidentiel. Quoi qu'il en soit, voilà que cette fois, dans cette foulée de publication de documents, on vient d'apprendre qu'il y en a 676 autres documents qui ont été publiés au cours du week-end et qui se retrouvent dans les archives nationales. Et parmi ces documents, donc, c'était des documents qui avaient échappé à la publication originale, qu'on parle du 26 octobre dernier. Et on trouve là-dedans des documents de la CIA, des documents du département de la Défense, la Chambre des représentants. Donc, ce sont plein de documents qui avaient réussi un peu comme ça à passer à travers le tamis et qu'on n'avait pas réussi à localiser. Là, donc, on vient de les rendre publics. Bon, encore une fois, on parle, c'est quand même important, on parle de 676
676 autres documents. Donc, il y a évidemment beaucoup d'informations là-dedans. On n'est pas passé à travers ça durant le week-end, mais les premiers avis que l'on a, c'est que ces documents-là parlent beaucoup d'éléments administratifs, mais il y a à peu près rien là-dedans qui apporte une information qualitative sur l'assassinat lui-même. Donc, si on pensait, ou si les amateurs de complot pensaient trouver dans ces documents la preuve qu'il y a eu complot, que Lee Harvey Oswald n'a pas agi seul, qu'il y avait un autre tireur caché quelque part sur la butte gazonnée, malheureusement, ces documents-là ne semblent pas révéler ce fameux secret. Donc, on parle ici de documents administratifs, mais pour les amateurs d'histoire, bien sûr, ça nous replonge dans les années 60 et ça nous replonge dans l'administration américaine de cette époque. OK. Dernier sujet. Il nous reste à peu près, je te dirais peut-être 4 minutes, Christian. On aurait peut-être une piste de solution pour ce qui est de l'identification du célèbre Bigfoot ou encore du Yeti. Mais en fait, là, c'est un peu tiré par les cheveux, tu vas le comprendre, c'est-à-dire que les scientifiques ont publié la semaine dernière dans un périodique scientifique qui s'appelle The Current Biology, donc on a toute une équipe de chercheurs qui ont publié un document, une étude très étoffée qui démontre, en fait, qui révèle la découverte d'une nouvelle espèce d'orang-outan sur l'île de Sumatra en Indonésie. Et c'est la première fois depuis 1929 qu'une nouvelle espèce de grand singe est identifiée. Les derniers étant des singes de type bonobo qu'on avait découvert en République démocratique du Congo. Et ça, comme je l'ai mentionné, c'était en 1929. Alors voilà que là, des chercheurs ont étudié une nouvelle race, si on peut dire, d'orang-outan. Déjà en 2013, on avait comme analysé un crâne et on avait remarqué que ce crâne d'orang-outan était très différent des autres crânes d'orang-outan. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, il y avait 2 espèces connues d'orang-outan qui vivaient dans l'île de Sumatra. Et là, on s'est dit, voilà, on vient d'en trouver une nouvelle espèce. Et il y a apparemment des grandes différences dans ce type d'orang-outan qui vit dans la région de Batang Toru, et on parle d'à peu près 800 spécimens. Donc on voit que c'est déjà, au moment où on le découvre, c'est déjà une espèce en voie de disparition. Mais là, tu me dis, mais là, Christian, ta chronique, c'est pas une chronique de zoologie, c'est une chronique de bizarroïdes. Oui. C'est justement où j'en arrive à ça. C'est exactement ce que je voulais te dire. Hein. Oui, je sais, je t'arrache, je te prends de vitesse. Donc, on part de ce principe, on a trouvé un nouveau grand singe, qui est un nouvel orang-outan, une nouvelle race d'orang-outan. Or, dans l'île de Sumatra, il y a également dans les populations locales une légende d'une créature qui vivrait en forêt, qui s'appelle l'orang pandek. L'orang pandek, c'est une espèce de créature mi-homme, mi-singe, une espèce de Sasquatch, mais de petite taille. Quand on parle de l'orang pandek, là, on parle d'une créature qui fait à peu près 1 mètre, 1 mètre 20 au plus. Donc, on parle d'une petite créature naine qui vivrait dans les forêts. Évidemment, inutile de dire qu'on n'a jamais vu une photo de cet orang pandek, on n'a jamais pris de film non plus. À quelques reprises, des gens sont allés en forêt, des zoologistes, des biologistes sont allés en forêt, dans les forêts de l'île de Sumatra. Ils ont ramené des moulages de ce qui semble être des petits pieds qui pourraient peut-être être des traces laissées par ce orang pandek. Et je te rappelle, je ne sais pas si tu as encore en mémoire la découverte en 2004 sur l'île de Flores, qui est également en Indonésie, de ce squelette de ce qu'on a appelé le Hobbit ou l'homme de Flores, qui est une espèce d'hominidé qui a vécu il y a quand même des milliers d'années, là, et qui est disparu et qui mesurait 1 mètre de haut à peu près. Okay. Donc là, on se dit, les amateurs de cryptozoologie, donc l'étude des animaux inconnus de la science, se disent que finalement, peut-être que l'orang pandek est plus que de légende. Peut-être qu'il existe réellement, peut-être qu'il vit quelque part dans les forêts de l'île de Sumatra. Et si on vient de trouver une nouvelle race d'orang-outan, pourquoi ne pas imaginer une petite race d'hominidés qui vivrait en vase clos dans les forêts de la grande île de Sumatra et qui aurait échappé jusqu'à maintenant à la civilisation, à l'homme moderne.
Donc, ces gens-là, ça vient rajouter la découverte de cette nouvelle race d'orang-outans, vient ajouter de l'eau au moulin à ceux qui croient en l'existence de cette race d'hominidés inconnue qu'on appelle l'orang pendek. Très intéressant. En terminant, on rappelle que le 25 novembre prochain, tu vas donner une conférence à Québec, plus précisément à l'Université Laval. Ta conférence, ça va être sur les théories du complot, en lien, bien entendu, avec ton dernier livre que tu as sorti et que tu nous as présenté en août dernier. Oui. Les détails vont être disponibles sur ta page Facebook bientôt, christianpage.ca. Oui, c'est ma page web, c'est le www.christianpage.ca. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne soirée. Salut. Bye-bye. 8h28, on fait une courte pause, on vient. Marceau, le soir. Radio X.